J'espère sincèrement que tout se passe bien pour vous. Je vous souhaite la meilleure des formes. Avant d'entrer dans le vif du sujet, laissez-moi comme à chaque fois poser les bases. Ce dont je vais parler n'est pas anodin. C'est une question épineuse chargée d'émotions. Il est donc essentiel que je clarifie d'emblée mon intention. Mon objectif est limpide, être compris sans équivoque. Et que l'esprit, les principes... J'espère sincèrement que tout se passe bien pour vous. Je vous souhaite la meilleure des formes. Avant d'entrer dans le vif du sujet, laissez-moi comme à chaque fois poser les bases. Ce dont je vais parler n'est pas anodin. C'est une question épineuse chargée d'émotions. Il est donc essentiel que je clarifie d'emblée mon intention. Mon objectif est limpide, être compris sans équivoque. Et que l'esprit, les principes et les convictions portées par cette émission soient perçus avec toute la clarté et la justesse qu'ils méritent. Aujourd'hui, nous abordons un dossier brûlant, un sujet qui fait mal, celui des généraux algériens, enfermés derrière les murs froids des prisons militaires. Ce ne sont pas des chiffres sur un tableau, ce sont des hommes de chair et de sang que l'on a humiliés, maltraités, réduits au silence. Et ce n'est pas une affaire de politique ou de hiérarchie. J'espère sincèrement que tout se passe bien pour vous. Je vous souhaite la meilleure des formes. Avant d'entrer dans le vif du sujet, laissez-moi comme à chaque fois poser les bases. Ce dont je vais parler n'est pas anodin. C'est une question épineuse chargée d'émotions. Il est donc essentiel que je clarifie d'emblée mon intention. Mon objectif est limpide, être compris sans équivoque. Et que l'esprit, les principes et les convictions portées par cette émission soient perçus avec toute la clarté et la justesse qu'ils méritent. Aujourd'hui, nous abordons un dossier brûlant, un sujet qui fait mal, celui des généraux algériens, enfermés derrière les murs froids des prisons militaires. Ce ne sont pas des chiffres sur un tableau, ce sont des hommes de chair et de sang que l'on a humiliés, maltraités, réduits au silence. Et ce n'est pas une affaire de politique ou de hiérarchie, non. C'est une affaire d'humanité, de morale, de conscience patriotique. Le simple respect dû à un être humain a été piétiné. On parle ici de souffrances infligées sans jugement équitable, d'intégrité physique brisée, de dignité piétinée d'êtres humains qu'on a traités comme des objets jetables. Et soyons clairs, ce n'est pas ça la justice. La vraie justice n'a de sens que lorsqu'elle repose sur des preuves solides, pas sur des règlements de compte. Punir sans preuve, enfermer sans procès loyal, torturer sous prétexte d'ordre, c'est la négation même de ce que signifie être juste. Les hommes dont il est question ici, ces généraux, ces hauts gradés de l'armée algérienne, n'ont pas atterri dans les casernes par hasard. Ils ont juré fidélité à l'uniforme bâti leur existence autour d'un seul pilier, l'armée colonne vertébrale de l'État. On peut débattre de leurs erreurs, pointer leurs fautes, car oui, ils ont peut-être franchi des lignes blessées, fautées, et cela doit être assumé. Mais il est malhonnête d'effacer toute une vie de loyauté sous prétexte de dérive. On ne jette pas à la poubelle des décennies de service pour quelques pages sombres. Ils auraient pu choisir la voie facile, ministère, diplomatie ou secteur civil avec moins de risques, plus de confort. Mais non, ils ont préféré le terrain, l'uniforme, la discipline et parfois même le sacrifice. Rien que pour cet engagement, ils méritent qu'on les regarde avec un minimum de décence. On ne demande pas des médailles, mais un peu d'humanité. Juste qu'ils soient jugés avec justice, traités avec dignité, et qu'on n'oublie pas que derrière le grade il y avait, et il y a encore, un homme. Ce qui fonde le cœur de cette émission, c'est une ligne claire. La responsabilité doit être individuelle. Quand un homme est accusé, c'est à lui, et à lui seul, que revient le poids des fautes, mais encore faut-il que ces fautes soient prouvées concrètement, matériellement, sans zone d'ombre. Sans preuve, il n'y a pas de vérité. Et sans vérité, il ne peut y avoir de justice. Mais il y a pire encore que l'injustice, c'est la lâcheté de ceux qui s'en prennent aux innocents. Qu'une personne soit punie pour ses actes, d'accord. Mais que les enfants, les épouses, les proches deviennent eux aussi des cibles, qu'on les traite comme des criminels par simple lien de sang ou d'alliance, là on ne parle plus de justice. Là on touche à la barbarie, à la sauvagerie. C'est la loi du plus fort, pas celle d'un État digne. Et c'est exactement là que je veux vous emmener aujourd'hui. Ce que je m'apprête à vous révéler, ce sont les coulisses invisibles, les drames silencieux vécus par des centaines de familles, de généraux et d'officiers emprisonnés. Depuis 2019, 2020, 2021, l'histoire se répète. Et dans cette mer de souffrance, ce qui fait le plus mal, c'est ce silence pesant,
cette indifférence glaciale que tout le monde entretient autour de ces familles abandonnées. La peur règne silencieuse mais bien réelle dans les foyers de centaines de familles, celle des hauts gradés de l'armée nationale populaire aujourd'hui derrière les barreaux. Pourquoi? Parce qu'ils ont été jugés non, parce qu'ils ont été visés, et dans un État où l'indépendance de la justice est un slogan creux, chacun sait ce que ça signifie. Que ce soit devant le tribunal militaire de Blida Douargla de Constantine ou ailleurs, les audiences ont plus souvent ressemblé à des formalités qu'à de vrais procès. On ne tourne pas autour du pot depuis 2019. Environ 300 officiers supérieurs se sont retrouvés en prison. Et il ne faut pas chercher bien loin pour comprendre pourquoi. Tous, sans exception, avaient un point commun embarrassant, ils étaient en travers du chemin. Soit parce qu'ils dérangeaient, soit parce qu'ils rivalisaient avec les têtes actuelles du pouvoir, soit parce qu'ils avaient osé critiquer, ou simplement exister dans une position perçue comme une menace. Et ça, dans l'Algérie d'aujourd'hui, c'est un crime impardonnable. La brutalité a franchi un seuil que l'on n'aurait jamais cru possible. Ce n'est plus seulement une question de mettre sous les verrous des colonels, des généraux-majors, des commandants d'unités ou de services secrets. Non! La violence a pris une nouvelle forme et là. J'espère sincèrement que tout se passe bien pour vous. Je vous souhaite la meilleure des formes. Avant d'entrer dans le vif du sujet, laissez-moi comme à chaque fois poser les bases. Ce dont je vais parler n'est pas anodin. C'est une question épineuse chargée d'émotions. Il est donc essentiel que je clarifie d'emblée mon intention. Mon objectif est limpide, être compris sans équivoque. Et que l'esprit, les principes et les convictions portées par cette émission soient perçus avec toute la clarté et la justesse qu'ils méritent. Aujourd'hui, nous abordons un dossier brûlant, un sujet qui fait mal, celui des généraux algériens, enfermés derrière les murs froids des prisons militaires. Ce ne sont pas des chiffres sur un tableau, ce sont des hommes de chair et de sang que l'on a humiliés, maltraités, réduits au silence. Et ce n'est pas une affaire de politique ou de hiérarchie, non. C'est une affaire d'humanité, de morale, de conscience patriotique. Le simple respect dû à un être humain a été piétiné. On parle ici de souffrances infligées sans jugement équitable, d'intégrité physique brisée, de dignité piétinée d'êtres humains qu'on a traités comme des objets jetables. Et soyons clairs, ce n'est pas ça la justice. La vraie justice n'a de sens que lorsqu'elle repose sur des preuves solides, pas sur des règlements de compte. Punir sans preuve, enfermer sans procès loyal, torturer sous prétexte d'ordre, c'est la négation même de ce que signifie être juste. Les hommes dont il est question ici, ces généraux, ces hauts gradés de l'armée algérienne, n'ont pas atterri dans les casernes par hasard. Ils ont juré fidélité à l'uniforme bâti leur existence autour d'un seul pilier, l'armée colonne vertébrale de l'État. On peut débattre de leurs erreurs, pointer leurs fautes, car oui, ils ont peut-être franchi des lignes blessées, fautées, et cela doit être assumé. Mais il est malhonnête d'effacer toute une vie de loyauté sous prétexte de dérive. On ne jette pas à la poubelle des décennies de service pour quelques pages sombres. Ils auraient pu choisir la voie facile, ministère, diplomatie ou secteur civil avec moins de risques, plus de confort. Mais non, ils ont préféré le terrain, l'uniforme, la discipline et parfois même le sacrifice. Rien que pour cet engagement, ils méritent qu'on les regarde avec un minimum de décence. On ne demande pas des médailles, mais un peu d'humanité. Juste qu'ils soient jugés avec justice. J'espère sincèrement que tout se passe bien pour vous. Je vous souhaite la meilleure des formes. Avant d'entrer dans le vif du sujet, laissez-moi comme à chaque fois poser les bases. Ce dont je vais parler n'est pas anodin. C'est une question épineuse chargée d'émotions. Il est donc essentiel que je clarifie d'emblée mon intention. Mon objectif est limpide, être compris sans équivoque. Et que l'esprit, les principes et les convictions portées par cette émission soient perçus avec toute la clarté et la justesse qu'ils méritent. Aujourd'hui, nous abordons un dossier brûlant, un sujet qui fait mal, celui des généraux algériens, enfermés derrière les murs froids des prisons militaires. Ce ne sont pas des chiffres sur un tableau, ce sont des hommes de chair et de sang que l'on a humiliés, maltraités, réduits au silence. Et ce n'est pas une affaire de politique ou de hiérarchie, non. C'est une affaire d'humanité, de morale, de conscience patriotique. Le simple respect dû à un être humain a été piétiné. On parle ici de souffrances infligées sans jugement équitable, d'intégrité physique brisée, de dignité piétinée d'êtres humains qu'on a traités comme des objets jetables.
Et soyons clairs, ce n'est pas ça la justice. La vraie justice n'a de sens que lorsqu'elle repose sur des preuves solides, pas sur des règlements de compte. Punir sans preuve, enfermer sans procès loyal, torturer sous prétexte d'ordre, c'est la négation même de ce que signifie être juste. Les hommes dont il est question ici, ces généraux, ces hauts gradés de l'armée algérienne, n'ont pas atterri dans les casernes par hasard. Ils ont juré fidélité à l'uniforme bâti leur existence autour d'un seul pilier, l'armée colonne vertébrale de l'État. On peut débattre de leurs erreurs, pointer leurs fautes, car oui, ils ont peut-être franchi des lignes blessées, fautées, et cela doit être assumé. Mais il est malhonnête d'effacer toute une vie de loyauté sous prétexte de dérive. On ne jette pas à la poubelle des décennies de service pour quelques pages sombres. Ils auraient pu choisir la voie facile, ministère, diplomatie ou secteur civil avec moins de risques, plus de confort. Mais non, ils ont préféré le terrain, l'uniforme, la discipline et parfois même le sacrifice. Rien que pour cet engagement, ils méritent qu'on les regarde avec un minimum de décence. On ne demande pas des médailles, mais un peu d'humanité. Juste qu'ils soient jugés avec justice, traités avec dignité, et qu'on n'oublie pas que derrière le grade il y avait, et il y a encore, un homme. Ce qui fonde le cœur de cette émission, c'est une ligne claire. La responsabilité doit être individuelle. Quand un homme est accusé, c'est à lui, et à lui seul, que revient le poids des fautes, mais encore faut-il que ces fautes soient prouvées concrètement, matériellement, sans zone d'ombre. Sans preuve, il n'y a pas de vérité. Et sans vérité, il ne peut y avoir de justice. Mais il y a pire encore que l'injustice, c'est la lâcheté de ceux qui s'en prennent aux innocents. Qu'une personne soit punie pour ses actes, d'accord. Mais que les enfants, les épouses, les proches deviennent eux aussi des cibles, qu'on les traite comme des criminels par simple lien de sang ou d'alliance, là on ne parle plus de justice. Là on touche à la barbarie, à la sauvagerie. C'est la loi du plus fort, pas celle d'un État digne. Et c'est exactement là que je veux vous emmener aujourd'hui. Ce que je m'apprête à vous révéler, ce sont les coulisses invisibles, les drames silencieux vécus par des centaines de familles, de généraux et d'officiers emprisonnés. Depuis 2019, 2020, 2021, l'histoire se répète. Et dans cette mer de souffrance, ce qui fait le plus mal, c'est ce silence pesant, cette indifférence glaciale que tout le monde entretient autour de ces familles abandonnées. La peur règne silencieuse mais bien réelle dans les foyers de centaines de familles. Celle des hauts gradés de l'armée nationale populaire aujourd'hui derrière les barreaux. Pourquoi? Parce qu'ils ont été jugés non, parce qu'ils ont été visés, et dans un État où l'indépendance de la justice est un slogan creux, chacun sait ce que ça signifie. Que ce soit devant le tribunal militaire de Blida Douargla de Constantine, ou ailleurs, les audiences ont plus souvent ressemblé à des formalités qu'à de vrais procès. On ne tourne pas autour du pot depuis 2019. Environ 300 officiers supérieurs se sont retrouvés en prison. Et il ne faut pas chercher bien loin pour comprendre pourquoi. Tous, sans exception, avaient un point commun embarrassant, ils étaient en travers du chemin. Soit parce qu'ils dérangeaient, soit parce qu'ils rivalisaient avec les têtes actuelles du pouvoir, soit parce qu'ils avaient osé critiquer, ou simplement exister dans une position perçue comme une menace. Et ça, dans l'Algérie d'aujourd'hui, c'est un crime impardonnable. La brutalité a franchi un seuil que l'on n'aurait jamais cru possible. Ce n'est plus seulement une question de mettre sous les verrous des colonels, des généraux-majors, des commandants d'unités ou de services secrets. Non! La violence a pris une nouvelle forme, elle a débordé de leurs cellules pour s'abattre sur leurs familles. On ne s'est pas contenté de neutraliser les hommes, on a étendu la punition à leurs proches. Et aujourd'hui, ces familles n'ont même plus le droit de parler, de se plaindre, de demander justice. Le silence leur est imposé comme une sentence supplémentaire. Prenez le cas du général Rachid Chouaki, décédé en août 2023. À peine le corps enterré, sa famille n'a même pas eu le temps de faire leur deuil. Cet homme ancien haut responsable du département des industries militaires pendant plus de 10 ans n'a jamais vu ses supposés crimes étayés par la moindre preuve publique. Rien. Et malgré cela, à peine la terre refermée sur son cercueil, la machine répressive a continué implacable. Il avait 73 ans et il est mort en détention. Rien que ça, c'est déjà un scandale, une honte. Car s'il a rendu son dernier souffle derrière les barreaux, c'est que son état de santé était gravement compromis.
Et un homme dans un état pareil n'a rien à faire entre quatre murs humides, encore moins dans une cellule. Dans un pays qui respecte les droits humains, ce genre de profil est placé sous surveillance médicale assignée à résidence ou au pire sous bracelet électronique. Pas abandonné dans l'ombre d'une prison. Mais là, pas de traitement, pas de soins, pas de suivi. On l'a laissé s'éteindre lentement comme une punition supplémentaire. Et comme si ça ne suffisait pas, le jour où sa famille a refermé sa tombe, elle a reçu un autre coup, l'expulsion. Leur propre maison leur a été arrachée. Oui, on les a tout bonnement jetés dehors. Rien pour les morts, rien pour les vivants, même pas une once de pitié. Et cette fameuse maison, alors parlons-en. Ce n'était pas un palace volé au peuple, ni une villa cachée au bord de la mer. Juste un pavillon situé dans une résidence militaire quelque part du côté du 11 décembre à Ibrahim. Rien d'extravagant. Une propriété que le général Chouaki avait acquise de manière parfaitement légale bien avant sa chute. Il l'avait achetée avec son propre argent fruit de ses années de service. Un général, ça gagne bien sa vie, surtout comparé au salaire moyen en Algérie. Il a économisé, il a payé, tout est dans les règles. Et pourtant, malgré l'absence totale de preuves de corruption, malgré la transparence de la transaction, la maison a été arrachée à sa famille. Comme si sa mort ne suffisait pas. Comme si son dernier souffle n'avait pas clos le dossier. Non, la vengeance a continué. L'État ne s'est pas contenté de lui, il est allé jusqu'à frapper les siens. Une fois enterré, c'est sa mémoire qu'on a piétinée. Et ceux qui portaient encore son nom ont payé pour un crime jamais démontré. Il est mort. Pas à la guerre, pas d'une balle ennemie, mais dans une cellule, lentement, silencieusement, à 73 ans. Pas parce qu'il a été jugé coupable de crimes monstrueux, mais parce qu'il était malade et qu'on a choisi de ne pas le soigner. Ce n'est pas la justice qui l'a tué, c'est l'abandon. Et ce n'est pas tout. Même après sa mort, l'acharnement a continué comme une traque sans fin. Sa famille jetée à la rue. Littéralement. Un général-major, après des décennies à servir l'institution militaire et sa descendance, se retrouve sans toit. Voilà où mène la logique de la vengeance. Et son fils, parlons-en. Un jeune homme avec des projets simples. Il voulait se marier. Il avait une Volkswagen Polo, pas une Ferrari, pas une Jaguar. Une Polo. Il comptait la vendre pour financer son mariage. Résultat saisi. Confisqué. Pourquoi? Parce que son père portait un nom qui dérange. Voilà pourquoi je vous parle aujourd'hui pour que tout le monde en Algérie ouvre enfin les yeux. La Ogra, cette oppression sourde, cette humiliation systématique ne fait pas de distinction. Elle frappe sans prévenir. Général ou ouvrier riche ou pauvre, personne n'y échappe. Et tant qu'on la tolère, elle rongera ce pays de l'intérieur. Écoutez bien cette histoire car elle illustre à elle seule l'absurdité de ce système. Le fils du général Rachid Chouaki voulait simplement se marier. Il possédait une modeste Volkswagen Polo. Pas une BMW, pas un Range Rover. Une Polo comme en ont des milliers d'Algériens, il comptait la vendre pour financer son mariage. Mais non, interdit, bloqué, confisqué. Pourquoi? Parce que tenez-vous bien, on soupçonne que cette petite voiture soit le fruit d'un détournement de fonds. Oui, vous avez bien entendu, une Polo. Comme si un corrompu allait planquer sa fortune dans une citadine bon marché. Quand on vole des milliards, on roule en berline allemande, pas en voiture d'étudiant. Alors où est la logique? Où est la preuve? Il n'y en a pas, mais on a puni quand même. On a puni un fils pour les fantasmes judiciaires qui pèsent sur un père décédé. Il n'a rien pu vendre, il n'a rien pu toucher, il n'a même pas pu se marier. Et vous appelez ça la justice? Non. C'est de l'humiliation, c'est de l'acharnement. C'est ce qu'on appelle chez nous la Ogra à l'état pur. Et elle a désormais un nouveau visage, celui d'une Polo saisie. Et ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Car oui, il y en a des dizaines, des centaines de cas similaires. Lorsqu'on a arrêté ces généraux, on a brisé bien plus que des carrières militaires, on a démoli des familles, on a coupé l'avenir de leurs enfants. Ces enfants, justement, non, ils n'étaient pas tous des fils à papa gavés de privilèges comme certains aiment le croire. Je le dis avec clarté, beaucoup de ces jeunes ont étudié, travaillé dur, construit leur vie sans piston, loin des clichés dorés. Et d'ailleurs, les généraux que je cite ici, je ne les défends pas aveuglément.
Je les ai critiqués frontalement quand il le fallait. Prenez par exemple la famille Lehram avec Abdulkader Lehram, ou encore le général-major Schramm. Lui aussi était marié, toujours marié d'ailleurs, et son épouse n'a jamais eu besoin de son nom pour exister. Elle vient d'une grande lignée, une famille fortunée et respectée de la région de Roat. Des gens connus pour leur générosité, leur ancrage local, pas pour leur proximité avec le pouvoir. Dans les couloirs de l'institution militaire, cette histoire est connue comme le loup blanc. Tout le monde la connaît. Tout le monde connaît Leham, ses origines, sa trajectoire. Mais parlons plutôt de son épouse que Dieu lui accorde encore de longues années de vie. Elle n'avait pas besoin d'un mariage pour avoir un nom. Elle vient d'une famille puissante, solidement implantée dans la région du Roat, grand propriétaire terrien, richesse ancienne héritée transmise de génération en génération. Et les gens du Roat, entre nous, ce sont des perles accueillants, chaleureux, généreux. Une région qui a donné sans compter pour l'Algérie. Imaginez maintenant les biens que cette femme possédait, et pas grâce à un époux haut placé, non. Ses terres, ses maisons, ses héritages lui appartenaient depuis sa jeunesse, bien avant qu'elle ne devienne Madame le Schramm. Une fortune construite sur les fondations de sa lignée, pas sur les décisions de son mari. Et pourtant, malgré cette indépendance, malgré l'origine claire de ce patrimoine, la justice militaire s'est permise de saisir ses biens. Sous prétexte de lutte contre la corruption, on a vidé ses comptes, confisqué ses propriétés. Pourquoi ? Parce que son époux lui a été condamné et emprisonné. Voilà comment en Algérie on transforme les épouses en coupables par association, même quand elles sont riches par naissance. Mais enfin, sur quelle base ? Ces biens-là, elle ne les a pas acquis après le mariage. Elle les possédait déjà bien avant d'être l'épouse du général. Elle était jeune célibataire et déjà à l'abri du besoin, héritière d'un patrimoine familial conséquent. Alors qu'est-ce qu'on lui reproche ? Où est la trace de corruption dans tout ça ? Il suffisait d'envoyer un inspecteur au Roat de faire 2 ou 3 vérifications de base sur son nom de jeune fille et tout aurait été limpide. Son héritage est public, connu, documenté. Tout le monde dans la région le sait, cette femme est née avec une cuillère en argent dans la bouche. Elle n'a pas eu besoin de gravir les échelons de l'administration ou de s'appuyer sur un mari influent. Et malgré cela, on lui a quand même confisqué ses biens. Et vous appelez ça de la justice ? Si c'est ça, la justice de l'Algérie, nouvelle version. Alors on est en train de tourner une mauvaise série dystopique. Et pourquoi s'acharner sur elle ? Pourquoi s'en prendre à sa famille, à elle ? Elle n'a rien à voir dans tout ça. Même leur fils, tenez-vous bien, était pilote dans une compagnie privée Star Aviation qui travaille pour le groupe RedMed, une autre famille influente de la région du Roat. Encore un exemple de vie normale, loin du favoritisme qu'on a voulu salir. Alors Star Aviation, c'est quoi exactement? Pour ceux qui ne connaissent pas, ce n'est ni une compagnie aérienne classique, ni un transport public. C'est ce qu'on appelle dans le jargon un taxi aérien, une petite flotte de jets privés, 2 ou 3 appareils utilisés pour transporter les cadres de grandes entreprises, notamment dans le secteur pétrolier ou encore des clients étrangers établis dans le sud du pays. Parfois même, des hommes d'affaires louent ces avions pour leurs déplacements express. Rien d'illégal, rien de louche, juste du business pur et simple. Mais voilà, parce que le fils du général Schramm travaillait comme pilote dans cette entreprise, la société s'est soudainement retrouvée dans le viseur. Pression, intimidation, injonction à peine voilée, il fallait qu'il parte. On ne lui a pas laissé le choix. Et comme s'il ne suffisait pas d'être écarté d'un emploi, il s'est aussi retrouvé cloué au sol. Être pilote, ce n'est pas juste savoir voler, il faut des autorisations pour accéder aux zones sensibles des aéroports. Or, ce jeune homme a été placé sous ISTN, interdiction de sortie du territoire national. Résultat, plus de boulot, plus de vols, plus de futur. Très bien, admettons, il est fiché ISTN, donc il ne peut pas quitter le pays. Les vols internationaux. On oublie, mais alors pourquoi ne pas lui permettre de voler en local ? Pourquoi ne pas lui laisser une chance d'assurer des liaisons internes du genre Assim-Alger ? Réponse simple, ce n'est pas un problème administratif, c'est un problème de nom de famille. Parce qu'il est le fils de, il est blacklisté. Et devinez quoi ? Comme son père a eu un différend très personnel avec l'actuel homme fort du régime, Saïd Chengria, tout est devenu affaire de vengeance.
Résultat, le fils paie la facture d'un conflit qui ne le concerne même pas. Et que tout cela soit bien clair, rien n'est inventé, tout peut être vérifié. J'invite d'ailleurs Abdid à recouper chaque mot de ce que je dis. Je demande aux citoyens, aux citoyennes d'aller s'informer, de poser des questions à la famille concernée. Parce que oui, tout cela est connu. La famille du général-major Abdelhamid Riss, ex-secrétaire général du ministère de la Défense, est bien connue du public. Et ce dernier, on en a parlé récemment, il est entre la vie et la mort. Privé de chimiothérapie pendant 7 mois. Privé de soins de base. Il ne voit même plus. Voilà comment on traite aujourd'hui un ancien haut responsable militaire. Même dans la maladie, on continue de l'enterrer vivant. Son fils aussi, parlons-en, pilote chez Air Algérie. Un métier méritant, exigeant, respecté. Mais voilà, on l'a mis de côté, radié, interdit de vol, comme ça, plus le droit de travailler. Et pour quelle faute a-t-il détourné un avion, mis en danger des passagers? Non. Il porte juste un nom encombrant, exactement comme le fils de l'IRAM. Et celui de Riss, lui, qu'a-t-il fait? Quel est son crime? D'être né du mauvais père? Depuis quand les fautes supposées des parents se transmettent comme une dette héréditaire? Pourquoi le condamner à la misère, à l'humiliation, à vivre sans avenir ni revenu? Faut-il vraiment qu'il paie pour des erreurs qu'il n'a même pas commises? Et ce n'est pas un cas isolé. Prenez le fils du général Nasr, lui aussi pilote formé, compétent, expérimenté. Il a travaillé chez... J'espère sincèrement que tout se passe bien pour vous. Je vous souhaite la meilleure des formes. Avant d'entrer dans le vif du sujet, laissez-moi comme à chaque fois poser les bases. Ce dont je vais parler n'est pas anodin. C'est une question épineuse chargée d'émotions. Il est donc essentiel que je clarifie d'emblée mon intention. Mon objectif est limpide, être compris sans équivoque. Et que l'esprit, les principes et les convictions portées par cette émission soient perçus avec toute la clarté et la justesse qu'ils méritent. Aujourd'hui, nous abordons un dossier brûlant, un sujet qui fait mal, celui des généraux algériens enfermés derrière les murs froids des prisons militaires. Ce ne sont pas des chiffres sur un tableau, ce sont des hommes de chair et de sang que l'on a humiliés, maltraités, réduits au silence. Et ce n'est pas une affaire de politique ou de hiérarchie, non. C'est une affaire d'humanité, de morale, de conscience patriotique. Le simple respect dû à un être humain a été piétiné. On parle ici de souffrances infligées sans jugement équitable, d'intégrité physique brisée, de dignité piétinée d'êtres humains qu'on a traités comme des objets jetables. Et soyons clairs, ce n'est pas ça la justice. La vraie justice n'a de sens que lorsqu'elle repose sur des preuves solides, pas sur des règlements de compte. Punir sans preuve, enfermer sans procès loyal, torturer sous prétexte d'ordre, c'est la négation même de ce que signifie être juste. Les hommes dont il est question ici, ces généraux, ces hauts gradés de l'armée algérienne, n'ont pas atterri dans les casernes par hasard. Ils ont juré fidélité à l'uniforme, bâti leur existence autour d'un seul pilier, l'armée colonne vertébrale de l'État. On peut débattre de leurs erreurs, pointer leurs fautes, car oui, ils ont peut-être franchi des lignes blessées, fautées, et cela doit être assumé. Mais il est malhonnête d'effacer toute une vie de loyauté sous prétexte de dérive. On ne jette pas à la poubelle des décennies de service pour quelques pages sombres. Ils auraient pu choisir la voie facile, ministère, diplomatie ou secteur civil avec moins de risques, plus de confort. Mais non, ils ont préféré le terrain, l'uniforme, la discipline et parfois même le sacrifice.